Allez, on y va. Donc, je vais amorcer la dernière communication avant la présentation de la personne directement concernée aujourd'hui, donc avant Martine Bouvard. Et je vais vous parler donc un petit peu pendant une vingtaine de minutes. Donc, je m'autorégule en même temps du syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que c'est ? Alors, vous voyez, ce que je disais, je ne vais pas avoir besoin de me présenter parce que l'histoire qu'on va évoquer aujourd'hui, elle commence avec ce que vous ne voyez pas, ce que je vous ai mis sur la diapo précédente. Et vous vous demandez bien ce que vous ne voyez pas. Ce que vous voyez, c'est moi, apprêtée quand même un peu, hein, quand on choisit nos photos, on les choisit un peu apprêtées. Donc ce que vous voyez, c'est moi, professeur des universités, donc, qui travaille à l'Université de Savoie maintenant depuis 2011, qui travaille avec Martine, qui est psychothérapeute, qui reçoit des patients régulièrement. Ce que vous ne voyez pas, et c'est normal, ce que vous ne savez pas, c'est que dans mon portefeuille, il y a ça. Et ça, c'est ma directrice de thèse à l'époque qui en a particulièrement marre de mes auto-sabotages, comme elle dit, et elle me crée une carte ce jour-là en disant « Tu es le premier membre officiel du club des imposteurs ». Et vraiment, il y a un concept qui existe autour de ça et tu en es la représentation parfaite. Donc ce que vous ne voyez pas, c'est cette carte. Et ce que vous ne voyez pas, et les gens qui me connaissent le savent, c'est que si vous me connaissiez un peu, vous sauriez que moi, depuis une semaine, je dis à tout le monde « Ne viens pas à la journée de labo, pas besoin ». Tout le monde me dit « Oh, je ne sais pas si je pourrais être là ». Je fais « C'est très bien ». Et même ce matin, je suis allée voir Pascal en disant « Tu sais, on a pris du retard, je crois que je peux me dévouer, on veut enlever cette communication, etc. » Donc finalement, je suis l'expression du syndrome que j'étudie depuis l'année dernière avec Martine et qu'on essaie donc de définir un peu mieux. Bon, ce syndrome, ça me rassure, il ne touche pas que moi, il y en a plusieurs. Hein. Vous allez voir, la prévalence est assez importante. Il parle assez à nos patients et c'est pour ça, c'est à ce titre-là qu'on l'étudie depuis quelques temps, qu'on essaie de mettre un peu de conceptualisation autour de ce syndrome, finalement, qui, pour le moment, manque encore un peu de compréhension, de définition et autres. Alors, ce syndrome, qu'est-ce que c'est finalement ? Donc, c'est un syndrome qui a été défini en 1985 par une femme, par Pauline Clance, qui nous dit, c'est le sentiment d'insécurité injustifiée lors d'une réussite. Ce sentiment amène à attribuer cette réussite à des facteurs externes tels que la chance ou l'effort, un dénigrement et une crainte d'être démasqué associé à un sentiment de tromperie. Un sentiment de tromperie qui se manifeste chez les patients qui en souffrent par des petites phrases telles que les gens vont se rendre compte que je ne dois pas être là, les gens vont se rendre compte que je ne suis pas à la hauteur, les gens sont tellement plus intelligents et quand on essaie de travailler avec eux et de discuter un petit peu sur les thématiques qui leur font souci, quand on leur dit mais quand même quelles sont les preuves objectives, c'est ça qu'on fait en thérapie cognitive et comportementale, on discute avec les gens, on essaie de les convaincre, on essaie pas de les convaincre, je me suis trompée, mais on discute, on essaie d'avoir un maximum de preuves qui pourraient leur faire penser quelque chose d'un peu différent. Eh bien, à chaque fois qu'ils ont quelque chose de positif, ils nous disent oui, mais ce jour-là, la thématique était facile, ce jour-là, j'ai eu de la chance, ce jour-là, ça n'était pas grâce à moi. Je suis vraiment quelqu'un qui, un jour, risque d'être démasqué. Alors, c'est un syndrome qui, tel que défini, concerne à peu près 62 à 70% de la population générale. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement répandu si on en croit les écrits. Ça augmente avec le vécu d'étapes importantes de transition de vie, ça augmente avec l'acquisition de nouveaux rôles, mais nous avons une bonne nouvelle pour les plus de 50 ans, ça diminue potentiellement avec l'âge. Un petit point positif pour terminer cette fin de journée. Voilà, on se sent moins imposteur, mais peut-être parce qu'on n'a plus les facultés de remettre en question. Mais bon, bref. Oh, j'ai oublié ce que j'ai dit. La comorbidité clinique, elle est très importante. C'est source de détresse psychologique très importante pour le coup. On va retrouver beaucoup de comorbidités anxieuses. Donc, on va retrouver beaucoup d'anxiété, que ce soit de l'anxiété généralisée, que ce soit de l'anxiété sociale, bien évidemment, associée à ce syndrome d'imposteur. On va retrouver de la comorbidité dépressive très fréquente parce que ça rend malheureux, ça rend triste quand même de ne jamais pouvoir être heureux, content, satisfait, d'avoir la crainte d'être démasqué. Et il y a, comme dans toutes ces comorbidités un peu compliquées, un peu complexes, un risque suicidaire pour les cas les plus sévères.
Alors, nous avons aujourd'hui une définition qui existe, qui est répandue. Alors, ça n'est pas une définition qui est indexée dans les classifications nosographiques. Ça n'est pas un trouble psychopathologique au sens du DSM, comme on pourrait le dire pour la dépression. Mais on a cette définition et puis on a des outils. Tant les cliniciens se sont saisis de la notion en disant ça parle à mes patients, il faut qu'on puisse déjà le travailler. Donc il y a pour une fois, avant de définir un concept, des outils, des stratégies de prise en charge qui ont déjà été établies. Alors ces outils, très rapidement, pour définir aussi cet état de connaissance aujourd'hui, ils ressemblent à ça. On a une liste de critères descriptifs qu'on peut proposer à nos patients pour avoir un petit peu un profil du type d'imposture qu'ils manifestent. Donc c'est une liste de 15 critères qui a été établie. Et si vous répondez oui à 5 questions parmi ces 15 questions, eh bien vous êtes possiblement en train de souffrir du syndrome d'imposture. On est en fin de journée, tout le monde est un peu curieux. Voici les 15 questions. Bon, on les lit pas toutes, mais bon. Si parmi les 5 premières, vous cotez déjà oui, eh bien, nous rediscuterons à la pause. Donc, je me décris comme un imposteur. Bon, tricherie, plagiat, bon, ça, c'est pas quand même socialement valorisé. Personne ne peut dire oui à ça, normalement, parmi les enseignants-chercheurs. J'ai des difficultés à accepter les félicitations et la reconnaissance. Il m'est difficile de croire que je mérite les retours positifs. Je tends à être déçue de mes réalisations, pensant que j'aurais pu mieux ou plus faire. Et puis un dernier, eh bien, je crains que les autres puissent un jour découvrir mon ou mes manques de connaissances ou de compétences. J'ai peur de l'échec, etc. Ok, on continue. Alors, associé à cet outil qui permet, dans un premier temps avec le patient, finalement tous ces outils, ils nous servent quand on est en clinique, ils nous servent de médiateur avec le patient. Il y a tout un tas de choses qu'ils ne pensent pas à nous dire, qui ne vont pas venir spontanément, et ces outils nous aident en socle de communication, et puis on va retrouver avec eux, au travers de cette phrase, ils vont nous dire « Ah ben ça, j'avais pas pensé, mais effectivement, ça me concerne ». Donc on a un outil pour le profil, et puis on a un outil pour l'intensité du syndrome d'imposteur, où on a tout un ensemble de questions. J'ai souvent réussi à un test ou à accomplir une tâche alors que j'avais peur de ne pas y arriver avant de commencer, etc., etc. Il y a des scores seuils qui ont été établis, validés en langue française et qui nous permettent, pour le coup, dans un premier temps, de parler de présence possible ou non du syndrome d'imposteur. C'est la suite des questions. Alors, comme je vous le disais, finalement, même si ce syndrome n'est pas encore indexé, n'est pas officiellement indexé en tant que pathologie, mais en tant que souffrance associée à la base ou comorbide à d'autres pathologies, eh bien, on a déjà une stratégie de repérage, de mesure, de prise en charge. En France, la personne qui porte particulièrement ce travail, c'est Kevin Chassangre, et lui recommande déjà, il fait des modules de formation pour prendre en charge les patients. Et il recommande à la fois de déterminer le profil avec les patients, c'est ce qu'on a vu en premier, donc les 5 critères potentiels parmi 15, d'établir la fréquence du syndrome, à quel point je suis en difficulté, à quel point je souffre de ce syndrome, avec les questions qu'on a vues juste avant. Et puis, il propose de s'intéresser et de traiter finalement la mesure de la détresse émotionnelle, l'estime de soi et la confiance en soi. Donc on a le sentiment, quand on entend tous ces modules et quand on entend déjà ces plans de prise en charge assez bien faits, que les choses sont établies, connues et que c'est assez abouti, mais on se rend compte finalement dans la littérature que c'est pas si clair que ça et qu'il y a quand même plein de choses à réexplorer. C'est à partir de là, finalement, à la fois l'intérêt, à la fois le constat, à la fois nos patients qui se reconnaissent dans ces difficultés et qu'on peut aider, qu'on a décidé de regarder quelques thématiques pour approfondir un petit peu notre connaissance du syndrome de l'imposture. Alors, c'est le fameux « OK ». Je sais ce que c'est, il y a déjà des plans de thérapie, mais sommes-nous au clair sur les déterminants fondamentaux dans un premier temps de ce syndrome de l'imposteur? La première question à laquelle on s'est intéressé, c'est la question du genre.
Alors, je dois avouer, donc moi je travaille en périnatalité et je ne vous cache pas que vous savez comment c'est cette idée le matin, vous vous réveillez, vous vous dites ah là je tiens un truc. Bon, le jour où je me suis dit vraiment il faut réexplorer le genre avec le syndrome, c'est pas pareil chez les hommes et chez les femmes. J'étais en congé maternité. Et j'étais en train de lire la difficulté de la dépression du postpartum, etc. Donc le genre m'a paru être une idée très évidente et pertinente. Ça l'est quand même un peu. Donc la question du genre est le premier paramètre qu'on a regardé, aussi parce que dans un premier temps, c'est un syndrome qui initialement a été développé comme étant plus concernant, on va dire, pour les femmes. Donc au tout départ, dans les premières études, on nous disait le syndrome, il est initialement majoritairement observé chez les femmes et c'est une association qui pourtant, dans les études qui ont suivi, n'est pas toujours retrouvée. Parfois, on retrouve, alors quand on parle du genre, c'est en termes, donc on retrouve un syndrome d'imposture plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Parfois, non. Maintenant, ça devient compliqué. Sur la dernière étude qu'on a pu faire parmi un échantillon de 500 personnes, on aura une autre catégorie, puisque vous savez, on n'a plus le droit de demander homme-femme. Et on avait 60 personnes qui quand même s'identifiaient comme étant non-genrées. C'est beaucoup, pour le coup, donc il faudra qu'on travaille sur ce point-là aussi. Mais ça a été notre première interrogation. Alors, notre première interrogation, donc, elle est passée par là. Donc, on s'est demandé, les femmes sont-elles finalement plus vulnérables que les hommes au syndrome de l'imposture? On s'est demandé si l'assimilation, surtout, parce que ce n'était pas en tant que femme, en tant qu'homme, mais surtout, si l'assimilation de stéréotypes de genre créait une vulnérabilité au syndrome de l'imposture. Et puis, parce qu'on était lancé dans cette étude, on s'est dit qu'il faut regarder quelque chose d'un peu complémentaire, et puis on va regarder aussi, parce qu'il n'y a pas que le fait forcément d'adhérer à des stéréotypes, mais il y a aussi plein d'autres composantes qu'on ne peut pas toutes mesurer. On s'est dit on va commencer par une, on va regarder la propension qu'on peut avoir à douter, parce que ça nous paraissait pertinent au vu de la littérature qui existait. On a rencontré 570 personnes, donc plus de femmes que d'hommes, 453 femmes qui ont répondu contre 117 hommes, âgés de 24 ans en moyenne. Et on leur a proposé de compléter donc l'échelle d'intensité des symptômes qui avaient un score seuil pour le syndrome d'imposteur, une échelle qu'on essaie de valider avec Martine pour le coup depuis quelques années. Alors c'est pas qu'on n'y arrive pas quand je dis qu'on essaie, mais c'est qu'il nous faut beaucoup de données. Voilà, donc on est sur le recueil de données, donc une échelle d'appropriation des rôles genrés pour le coup et une échelle de doute. Voici ce qu'on a pu observer. Donc, dans cet échantillon, effectivement, dans un premier temps, les femmes présentaient un score moyen à l'échelle du syndrome d'imposture significativement plus élevé que les hommes. Si on regarde un petit peu plus proche, l'expérience intense du sentiment d'imposture était vécue par 22% des femmes de notre échantillon, contre seulement 4,27% des hommes de notre échantillon. Alors, tout élément pouvant être remis en question et avec toutes les limites qui s'imposent, c'est le genre de petite phrase qui, pour nous, va nous aider en clinique aussi, où quand on parle avec les patients, on peut discuter, on peut leur dire, vous savez, vous n'êtes pas le seul, vous n'êtes pas les seuls. On a fait une étude, beaucoup de gens sont concernés. Alors, on a regardé un petit peu plus finement ce qui se passait du côté des hommes et des femmes. Du côté des hommes, au regard de ce qu'on avait pu mesurer dans un premier temps, une seule variable était prédictrice de l'intensité du syndrome d'imposture, et c'était l'intensité de la vulnérabilité au doute. Donc le doute, plus il doutait, plus on observait une intensité du syndrome d'imposture pour un modèle donc expliquant 52% de la variance. Chez les femmes, on avait deux variables prédictrices, l'adhésion au stéréotype de genre masculin ainsi que l'intensité de la vulnérabilité au doute. Donc chez les femmes, on voit que les choses sont un peu différentes finalement. On voit que
effectivement, plus je suis une personne qui doute, ça paraît logique, plus eh bien, je peux être vulnérable au syndrome d'imposture. Mais ce qui était intéressant ici, c'est que plus je me définis comme une femme adhérant au stéréotype de genre masculin, et là ça ne va pas vous plaire, vous devez vous demander depuis tout à l'heure, c'est quoi un stéréotype de genre de type masculin? Eh bien, c'est je suis combative, je me mets en opposition, j'ose donner mes idées. Il y en a, tous les jeunes, les plus vieux aussi, vont s'offusquer sur cette appropriation de stéréotypes de genre, mais plus une femme va effectivement se définir au travers de stéréotypes de genre masculin, et plus finalement elle est en incohérence avec elle-même a priori, et elle présente une propension donc à développer le fameux syndrome d'imposture de manière plus intense. Donc cette première petite étude nous a permis non pas de conclure, on a encore tout à faire, mais en tous les cas de revenir sur cette idée que les femmes présentent une vulnérabilité peut-être supplémentaire au syndrome d'imposteur en comparaison des hommes. Je ris à chaque fois avec ça parce que je ne sais pas si vous avez en tête à chaque fois je me sers de cet exemple quand je parle avec mes étudiants et qu'on en parle, mais si vous avez en tête une réunion de labo ou de département, vous savez les jours où on discute des nouvelles grosses responsabilités qui doivent être attribuées. Si vous avez en tête ces souvenirs, souvent, sans trop caricaturer, souvent il y a toujours une ou deux femmes qui disent « moi j'aimerais bien mais je ne me sens pas à la hauteur », etc. Et c'est quelque chose qu'on entend un peu moins chez les hommes. Et je critique pas, je constate pas, c'est pas. Mais c'est quelque chose, finalement, on se dit peut-être que le syndrome d'imposture s'exprime différemment et peut-être qu'on a une partie de l'explication ici. L'adhésion aux stéréotypes de genre ainsi que l'intensité de la vulnérabilité au doute sont des variables importantes dans la détermination de ce syndrome. Et les femmes qui se reconnaissent, que je vous disais, plus favorablement dans les stéréotypes de genre masculin présentent une plus grande vulnérabilité au syndrome d'imposteur. Dans les quelques minutes qui nous restent, la question qui nous a occupés cette année, au-delà du genre, ça a été d'aller un petit peu plus loin. On a abandonné l'idée du doute pour le moment. On s'est dit finalement, ok, le genre, mais le genre c'est compliqué, les gens ne se reconnaissent plus à juste titre sans rentrer dans cette considération, mais il y a cette position qui se défend de plus en plus d'être non-genré, etc. Peut-être qu'il serait plus pertinent d'avoir des éléments de connaissance en termes de l'impact de l'expérience vécue et peut-être des schémas cognitifs et des schémas précoces inadaptés chez les personnes que l'on rencontre. Alors, le schéma précoce inadapté, qu'est-ce que c'est? Ah oui, pourquoi on s'est aussi tourné vers cette étude du schéma précoce inadapté? Eh bien, parce qu'il y a une étude très récente qui est sortie et qui nous rappelle que face au constat de croyances irrationnelles chez les patients présentant un syndrome d'imposture et face au manque de thérapie spécifique, parce que ce que je vous ai présenté tout à l'heure, eh bien, c'est une position thérapeutique française proposée, mais qui n'a pas été diffusée internationalement. Face au manque de thérapie spécifique, eh bien, cette étude recommande l'application de la thérapie des schémas de Jung et de s'intéresser et de traiter en profondeur les schémas. Alors, très rapidement, les schémas, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de croyances et de convictions qu'un individu entretient sur lui-même et sur le monde. C'est une structure cognitive stable, faite de croyances, de théories concernant soi-même, concernant les autres, l'avenir, à travers lesquelles la perception et la conceptualisation s'organisent. Je lis et j'explique. C'est généralement issu d'expériences infantiles, ça provoque tristesse, honte, peur ou colère et ça se maintient car l'individu pense qu'il s'agit de vérité absolue. La théorie des schémas précoces inadaptés, en fait, elle défend l'idée qu'au regard de ce qu'on a vécu, de notre vécu, que ce soit dans notre enfance, dans notre adolescence, au regard d'un ensemble d'expériences qui se sont présentées à nous et d'un ensemble de facteurs de protection ou non qui nous ont accompagnés, on a développé ce qu'on appelle des schémas, une façon de voir le monde qui serait un peu endormie chez nous et qui se réveillerait quand on est dans une situation un peu stressante, un peu ambiguë à l'âge adulte. En clair, là, je vis une situation stressante, ambiguë.
Alors le seul truc qui m'aide, c'est que le projecteur fait que je vois personne. Et ça, c'est super bien. Mais je vis une situation ambiguë où je ne sais pas ce que vous pensez, ce que vous comprenez, si vous suivez, si vous n'adhérez pas du tout ou quoi que ce soit. Et du coup, dans cette situation inconfortable et ambiguë, eh bien, un schéma peut se réveiller qui va servir de filtre et qui va conduire chez moi à de fausses déductions. Un exemple très rapide, on ne va pas voir tous les schémas, hein, mais un exemple très rapide, eh bien, imaginons que j'ai un schéma, parce que étant petite, j'aurais eu plusieurs expériences où je n'ai pas été à la hauteur, on s'est moqué de moi, on m'a critiqué, on s'est beaucoup, on s'est beaucoup moqué de moi. Imaginons que là, je vois que l'un d'entre vous, pile à ce moment, se lève et sort. A priori, il y a plusieurs explications à ça. Peut-être que vous n'avez pas profité de la pause précédente pour aller faire pipi. Peut-être que vous avez très soif. Peut-être que vous voulez répondre au téléphone. Mais peut-être que moi, la seule explication qui va se présenter à moi au regard du réveil de mon schéma, c'est tu n'as pas encore été à la hauteur. Tu vois, tu es encore dans une situation où tu te fais honte, où tu es imparfaite et tu n'y arriveras jamais. Le schéma, le problème, c'est que les patients, on voit chez eux ces déductions abusives, irrationnelles qui arrivent. Mais le problème, c'est que ce qui fait problème chez eux, c'est pas que cette idée arrive finalement, parce qu'on est tous en proie au doute, au schéma ou quoi que ce soit, mais c'est qu'ils adhèrent à cette croyance de manière quasi totale, en disant c'est la seule explication possible. Alors, on a regardé effectivement, donc, dans ce modèle théorique, il y a 18 schémas qui sont proposés. Avec cette idée, on n'a pas qu'un seul schéma. Au regard des expériences qu'on a vécues, on est soumis à plusieurs schémas qui vont s'activer au gré des situations ambiguës, je le répète, et qui vont plus ou moins s'exprimer, mais on a quand même un pattern de schémas qui se présente chez nous. On a une version francophone de l'outil qui confirme ces 18 schémas, pas totalement avec les mêmes items, mais on a regardé chez des personnes tout venantes, saines a priori, quelle était l'expression des schémas, quels étaient les schémas un peu plus spécifiques, en restant sur cette logique de je mesure aussi l'intensité du syndrome d'imposteur. J'ai bientôt fini, je m'autorégule en même temps. Les femmes sont-elles plus vulnérables au syndrome d'imposture que les hommes? On a gardé quand même cette question pour voir si ça se représentait dans cet échantillon aussi. Y a-t-il des schémas plus fortement liés au syndrome de l'imposteur? C'est ce qui nous intéressait dans une dynamique de proposer des soins plus adaptés, plus spécifiques, de communiquer plus efficacement avec nos patients. On a un tout petit échantillon pour cette année, donc 119 personnes qui ont complété l'échelle d'imposture et qui ont complété ce fameux questionnaire qui permet de repérer les 18 schémas qui potentiellement s'activent chez eux. Je vous le recommande si vous voulez voir et si vous êtes curieux de savoir quels sont les schémas potentiellement qui pourraient s'activer quand vous êtes en situation de vulnérabilité, parce que savoir, c'est mieux se préparer. Les femmes présentaient un score moyen ici aussi à l'échelle du syndrome d'imposture significativement plus élevé que les hommes, et 13% quand même de l'échantillon total expérimentait d'intenses expériences du syndrome d'imposture. Alors encore une fois, comme je dis, avec toutes les limites qui s'imposent, ces résultats légitiment le fait qu'on s'y intéresse un petit peu plus et qu'on continue à travailler sur cette thématique qui finalement semble imbriquée à plein de pathologies qu'on prend en charge quotidiennement. Chez les hommes, alors tous les schémas n'étaient pas corrélés parce qu'on s'est dit dans un premier temps, ce qui va ressortir dans notre population, c'est que tout va être corrélé. Ben non, il y en a un qui ne sort pas du tout. Il y en a un qui n'est pas du tout corrélé à l'intensité des symptômes. Et je ne sais plus lequel c'est. Mon Dieu, quelle horreur. Je l'ai noté, mais je ne sais plus. Et je ne le retrouve pas, je vais le retrouver en parlant, vous inquiétez pas. Mais tous n'étaient pas corrélés, pour le coup. Il n'y en a qu'un qui ne l'était pas, on va le revoir, je pense, par la suite. Chez les femmes, tous les schémas précoces inadaptés étaient corrélés significativement à l'intensité du syndrome d'imposture. Et on retrouve, donc je vous ai listé simplement dans un premier temps, parce qu'on a tout un tas d'informations, c'est vraiment des résultats très neufs qu'on n'a pas encore traités. On a mesuré plein de choses dans cet échantillon, le niveau d'éducation, le
grand dans la fratrie? Est-ce que vous étiez le premier à faire des études chez vous, etc. On a plein de choses à tester. Là, je vous ai juste mis dans un premier temps les premiers résultats, les schémas qui sont les plus fortement corrélés. Alors, on retrouve chez les hommes, et là, j'ai pris en petite note pour ne pas faire défaut, donc j'ai pris les définitions très rapides. On retrouve les schémas de négativité et de pessimisme qui sont particulièrement corrélés. Donc, un schéma qui conduit les individus à se focaliser sur les aspects négatifs de la vie. On retrouve l'imperfection et la honte, donc une mauvaise estime de soi, on l'a déjà abordé. On va retrouver la punition, donc le sentiment qui fait qu'on pense qu'on est intolérant, on est impatient, ça conduit l'individu à punir et à se punir aussi lui-même. On va retrouver l'échec, cette sensation qu'on est toujours en échec, et le surcontrôle émotionnel. Je dois gagner l'approbation d'autrui, je dois contrôler les impulsions par le contrôle des réactions spontanées. Chez les femmes, on retrouve à peu près les mêmes choses. On retrouve l'échec, on va retrouver l'imperfection et la honte, le surcontrôle émotionnel, la négativité et le pessimisme, mais on va retrouver aussi ce qu'on ne retrouve pas, en tous les cas de manière moins fortement associée, on va retrouver l'assujettissement, le fait de se sentir forcé à se soumettre au contrôle d'autrui et à n'accorder aucune importance à ses propres besoins. Alors pour conclure et pour terminer sur cette présentation, j'ai mis entre guillemets bien évidemment qu'ici on a pu, en tous les cas on a une première petite confirmation que peut-être ça vaut le coup de continuer et de plus finement s'interroger sur ces distinctions de genre. L'intensité du syndrome de l'imposteur est liée à des profils spécifiques d'activation de schémas précoces inadaptés, ou en tous les cas c'est à explorer, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais on a véritablement intérêt à recommander peut-être en l'absence de thérapie spécifique, la thérapie des schémas qui semble être plus ou moins indiquée pour traiter ces symptômes, et qu'il y aurait des schémas plus spécifiques peut-être au développement, maintien du syndrome de l'imposteur, peut-être la punition pour les hommes qu'on a retrouvé moins fortement corrélé chez les femmes, et l'assujettissement chez les femmes. Voilà. Bref, affaire à suivre, et je vous ai mis peut-être le plus grand imposteur de la méchanceté, parce que dans les films, finalement, on est conduit à penser que c'est un gentil, que peut-être un imposteur de la méchanceté. Je vous remercie.